J'ai le plaisir d'accueillir Martin Lacour, qui est un de nos confrères, qui est médiateur et formateur. Donc, je vais laisser le soin à Martin de se présenter et de présenter cette fameuse méthode qui, j'en suis sûre, va vous plaire pour que dès demain, vous puissiez en adopter les techniques. Merci beaucoup Sabrina pour l'invitation. Je suis avocat donc au barreau de Paris en droit des affaires et en propriété intellectuelle, ce qui peut aussi colorer un petit peu ma vision de la négociation, hein, puisque je ne fais pas du droit de la famille par exemple, dans lequel la négociation peut être un peu différente. Je suis aussi médiateur, donc je me suis formé à IFOMEN et praticien de processus collaboratif. J'en reparlerai tout à l'heure, mais ça a une importance parce que dans les différents processus de négociation qui sont disponibles pour tous ou pour seulement les avocats, puisque dans certains cas, ça relève du monopole de l'avocat, notamment pour le processus collaboratif, les procédures participatives aussi, et on pourrait arguer en un certain sens que pour l'ARA, l'audience de règlement amiable, qui est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Là aussi, ça relève du monopole de l'avocat. Alors, ce n'est pas totalement vrai, puisqu'on peut aller. L'important, en réalité, c'est la présence des parties en audience de règlement amiable. Dans les procédures où le ministère d'avocat est obligatoire, eh bien, l'avocat sera présent et assistera les parties, mais il ne les représentera pas. Mais ça relève quand même en un sens du monopole, puisque ces parties ne pourront être assistées que d'un avocat. Donc il y a quand même beaucoup de situations où on peut mettre en place des négociations, et parfois même où on est les seuls à pouvoir le faire. Et la négociation raisonnée est l'outil de base. Ce n'est pas la seule forme de négociation, mais c'est la forme de négociation qu'on retrouvera dans pratiquement tous ces processus. Donc ça peut être intéressant de connaître quand même un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le message peut-être principal à avoir en tête, c'est ne ratez pas le train de la justice négociée. Pourquoi je dis ça? Ben, parce que, qu'on le veuille ou non, on ait des prédispositions pour l'amiable, ce qu'on appelle l'amiable. Moi, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas pour la négociation, qui en réalité n'a rien d'amiable. On pourra en reparler ensuite. On voit bien que c'est ce qui se développe énormément depuis pas mal d'années. Euh, Si vous avez assisté ou si vous avez pu prendre connaissance d'une manière ou d'une autre du discours du 5 février 2024 du garde des Sceaux à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, hein, Cour d'appel où une journée de l'amiable avait été organisée, le garde des Sceaux s'est déplacé et nous a annoncé beaucoup de mesures encore plus favorables au développement des solutions négociées. On peut parler de justice amiable et c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peut-être pour de mauvaises raisons, notamment parce que la justice traditionnelle est mourante et à l'agonie. Il n'y a plus de ressources. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons, mais c'est aussi pour répondre peut-être à des préoccupations, des besoins qui sont exprimés de plus en plus dans la société, déjà de rapidité, de trouver des solutions, de maintenir parfois la relation. Maintenir la relation, ça ne veut pas dire qu'on vit dans un monde de bisounours et que quand on s'est fâché avec son associé, on va se remarier avec lui et refaire des petites startups. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt que on arrive à se séparer de manière propre, sans craindre de représailles, en sauvant la face et en gardant des relations qui peuvent être bonnes, même si sur le fond, il y avait de vraies difficultés qui ont dû trouver une solution. Euh, Tous les domaines sont concernés, que l'on parle du domaine civil, commercial, public, pénal, y compris en matière de compliance. La grande experte de la compliance, le professeur Marianne Frison-Roche, a organisé il y a quelques mois au CNB un colloque sur la médiation et la compliance. Et dans ce colloque, je vous invite à aller voir, le colloque durait 4 heures, mais je vous invite à aller voir les 3 derniers quarts d'heure qui sont consacrés à la synthèse, si on peut appeler ça synthèse, parce qu'en réalité, c'était beaucoup plus qu'une synthèse, la synthèse faite justement par le professeur Marianne Frison-Roche, et qui nous explique que pour elle, la médiation est peut-être le meilleur levier, bien plus efficace que le
pur respect du droit et le tribunal pour assurer la compliance. Donc, moi, je ne suis pas du tout un expert en compliance, mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas un domaine qui échappera à ça. En matière pénale, on le voit déjà, on a normalement la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais on a d'autres mécanismes aussi qui se sont mis en place, notamment en matière environnementale. Bon, je ne vais pas les énumérer tous, mais euh, ça va aussi devenir quelque chose de plus en plus présent. Vous avez d'ailleurs une association qui s'est récemment créée et qui est consacrée à la négociation en matière pénale. Donc on voit bien que dans tous les domaines, même ceux qui pourraient vous paraître les plus improbables, la négociation gagne du terrain. Je vous ai parlé de l'audience de règlement amiable, l'ARA et la césure aussi, qui ont été consacrées le 1er janvier 2024. Là aussi, si on parle par exemple de la césure, on est dans l'idée en réalité que, eh bien, on pourrait demander au juge que l'on va maintenant voir comme un juge d'appui, finalement, juge d'appui à une négociation. On va lui dire, bah voilà, là, dans un cas comme celui, comme le nôtre, par exemple, ici, on a une question d'extranéité et on n'est pas sûr de ce qui, on n'arrive pas à objectiver la situation. Est-ce que vous pouvez nous dire si la situation telle qu'elle nous est, telle que nous la comprenons, est bien liée au système juridique français? Ou est-ce que vous pouvez nous dire qui est responsable? Il y a plusieurs co-auteurs dans le dossier. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les partages de responsabilités à effectuer? Et le juge va rendre un jugement partiel et renvoyer les parties pour le reste à la négociation. On voit bien que le juge, dans cette optique, devient un juge qui finalement joue le rôle d'un tiers qui objective tel ou tel point dans une situation et qui permet de négocier sur tout le reste. Donc ça c'est déjà, c'est pas de la fiction, hein, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà le droit tel qu'il est aujourd'hui en vigueur. Et donc, ça ouvre évidemment énormément de perspectives pour l'avocat qui veut développer la négociation, qui est un véritable marché. Pourquoi? Parce que la négociation, ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet d'éviter l'aléa judiciaire. On n'est pas en train de demander, on est des adultes a priori, donc on n'a pas besoin qu'un grand magistrat nous dise qu'il fallait qu'on fasse. On peut très bien se débrouiller peut-être tout seul sur beaucoup de choses. Ça évite des coûts aussi parce que se lancer dans une procédure qui peut aller jusqu'à la cassation, voire un renvoi vers une cour d'appel, bah, ça peut coûter cher et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, toutes ces raisons font que la négociation répond dans beaucoup de cas, pas tout, parce que c'est pas la panacée, mais répond dans beaucoup de cas à des besoins de rapidité, de simplicité, de confidentialité aussi et d'absence d'aléas des justiciables. On sait aussi que dans certains cas, déjà, il est obligatoire d'avoir tenté une médiation, une conciliation ou une procédure participative, hein. On parle de tous les litiges inférieurs ou égaux à 5 000 euros. Donc ça, je vous rappelle que c'est déjà en vigueur. Le garde des Sceaux nous a annoncé le 5 février dernier qu'il entendait augmenter ce seuil. Donc ce serait pour tous les litiges inférieurs ou égaux à 10 000 euros bientôt. Vous avez sans doute vu aussi dans la loi sur l'organisation de la justice qu'une expérimentation était mise en place dans certains tribunaux de commerce pour rendre la justice payante, ce qui veut dire que les parties devront payer les frais de justice, tout simplement, et ça va leur coûter cher parce que ce sera en fonction notamment du montant du litige. Et parfois, ça pourra monter assez vite. Et la seule exception prévue dans cette expérimentation à cette facturation, entre guillemets, eh bien, c'est le cas où les parties trouveraient en cours d'instance un accord négocié. Dans ce cas-là, elles pourront prétendre au remboursement des frais. Donc là aussi, ça nous donne une indication assez claire de ce vers quoi on va. Donc, mieux vaut y aller, peut-être anticiper les choses et se former et commencer à mettre ça en place dans son cabinet quand c'est possible, plutôt que de se trouver un jour pris de court lorsque cette obligation de négociation sera généralisée, ce qui risque, à mon sens,
ce qui arrivera assez rapidement en réalité. Euh, Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, oui, c'est qu'au niveau déontologique, l'avocat, notamment dans le code de déontologie européen de l'avocat, a déjà l'obligation d'être en mesure de conseiller ses clients sur l'intégralité de la stratégie amiable. Donc, en théorie, moi, je comprends ce texte comme je dois être en mesure de dire à mon client s'il vaut mieux aller devant le juge, si à ce stade du dossier, il vaut mieux aller mettre en place une médiation ou un processus collaboratif ou une procédure participative ou demander au juge de prononcer une injonction de rencontrer un médiateur ou demander au greffe de convoquer pour une conciliation. Donc si tout ce que je viens de vous dire déjà ne vous évoque rien, bah, c'est qu'a priori, à mon sens, un client, un jour, parce qu'il aurait perdu son procès ou parce qu'il serait de mauvaise humeur et qu'il estimerait qu'il a pas gagné sur toute la ligne, pourrait vouloir engager votre responsabilité pour ne pas l'avoir bien parfaitement conseillé sur tout ça. Or, la réalité, c'est qu'il y a très très peu aujourd'hui de confrères qui sont formés à tous les modes amiables et à comment les articuler les uns avec les autres au cours d'une procédure. Aujourd'hui, la question, à mon sens, n'est même plus de savoir d'être formé aux modes amiables. La question, c'est d'y être formé à tous et de savoir comment les cumuler dans une procédure. Je vous donne un exemple très simple, tiré du droit des affaires et tiré de ma pratique. J'ai eu récemment un dossier, je ne vais pas m'étendre sur les détails pour pas évidemment qu'on puisse me le reprocher. J'ai eu un dossier qui a commencé en processus collaboratif. La personne en face, l'autre partie, a arrêté de payer son avocat. Ça a signé la mort du processus collaboratif. Un processus collaboratif, c'est quelque chose de génial, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas lancer dans n'importe quel cas. Et ça suppose forcément qu'il y ait deux avocats formés, certifiés praticiens de processus collaboratif, dans le dossier. Là, il y avait plus d'avocats en face. Donc forcément, fin du processus collaboratif. Ben, il faut savoir ce qu'on peut mettre en place en termes de médiation gratuite pour pouvoir continuer le dossier. Puisque si le problème, c'est que l'avocat en face ne pouvait plus être payé, c'est que son client n'avait plus d'argent. Donc, il faut connaître les mécanismes à mettre en place pour pouvoir poursuivre la négociation sous une autre forme. Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître voilà, peut-être un peu tirées par les cheveux si on n'a pas l'habitude, mais en réalité, ça devient de plus en plus fréquent. Le fait d'avoir à passer d'un mode à l'autre de négociation, le fait d'avoir à passer par un moment aussi au contentieux, passer au contentieux parce que c'était pas le bon moment pour l'une ou l'autre des parties de négocier, mais que à l'usure, elle va finir par comprendre quand on arrivera devant la cour d'appel 4 ans plus tard que finalement c'était peut-être pas idiot de négocier. Voilà, donc tout ça, il faut bien le savoir parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans n'importe quel ordre, et donc c'est important de connaître tout ça. Ce qui nous amène à la négociation raisonnée. C'est quand même une méthode qui est utilisée depuis 43 ans, un peu partout dans le monde, pour résoudre des conflits qui peuvent être euh, très simples entre deux personnes de la même famille, comme des conflits entre États. La négociation raisonnée, elle est basée, je vous résume le bouquin en quelque sorte, mais allez le lire quand même, elle est basée sur 4 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'idée qu'il va falloir distinguer toujours le problème et les personnes ou les relations entre ces personnes. Moi, je donne souvent l'exemple, et je ne suis pas le seul, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'arrive pas à tracer, savoir qui a inventé cet exemple d'ailleurs. Je donne l'exemple du galet. Le galet, c'est quelque chose de dur, vous êtes d'accord? Et pourtant, il est doux. Si on passe la main dessus, c'est doux. C'est à la fois dur et doux. Ben, la négociation raisonnée, c'est la même chose. On va être très très dur avec le problème à traiter et on ne va pas faire semblant de le traiter. Souvent, quand j'ai des confrères qui m'appellent et qui savent que je suis formé à la négociation raisonnée, ils pensent qu'ils vont parler à un bisounours. Pas du tout. Moi, je vais aller au fond du truc. Les pièces, s'il y a 5000 pièces à lire, enfin 5000 pages de pièces à lire, on va les lire, les 5000 pièces. Hein. On ne va pas se lancer dans une négo sans avoir examiné à fond le dossier. Et on va traiter à fond le problème. Et on va se dire les choses difficiles, on va se les dire, mais je vous expliquerai comment on va se les dire. Mais on va se les dire.
En revanche, on va prendre soin de la relation. On va essayer de faire en sorte que cette négociation, elle ne porte pas atteinte aux personnes et à leurs relations. Et c'est très important de garder ça à l'esprit parce que souvent, dans une façon plus traditionnelle d'exercer le métier d'avocat, bah, dès qu'on envoie une mise en demeure, qui ressemble souvent malheureusement à une assignation, même si on ne met pas les pièces, ce qui est encore pire finalement, ça crée encore plus d'anxiété, et ben, en réalité, on est en train de détruire la relation parce qu'on va dire il était tout le temps en retard, il ne faisait jamais ça, il faisait jamais rien bien, voilà, il était tout le temps négligent. On force le trait et en faisant ça, on amène les parties, chacune de leur côté. Déjà, on les entraîne dans un jeu d'action-réaction qui est très mauvais, hein. C'est l'exemple typique des conclusions. Il y en a un qui demande 3 000 euros de réparation. L'autre, il va dire je demande 10 000 euros pour procédure abusive. Du coup, l'autre va dire bah, je demande 20 000 euros pour procédure abusive puisque c'est ça. Et ainsi, enfin, c'est sans fin, c'est juste absurde. Donc, on va déjà entrer dans ce cycle d'action-réaction qui est très mauvais et on va plus s'écouter. Et puis, en plus de ça, en faisant ça, on va faire de l'autre un monstre. Hein, moi, je prends toujours l'exemple d'Hitler. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de se dire qu'Hitler était un monstre plutôt que se dire, c'est un humain qui a fait ça, comment il a pu en arriver là? Comment on a pu en arriver collectivement là? Comment on a pu laisser un humain faire ça? C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire c'est un monstre. Mais en réalité, ça ne résout rien. Et encore une fois, là, ça amène à confondre les problèmes et la personne. Or, tout le but de la négociation raisonnée, c'est de ne pas aller vers ce travers. Deuxième pilier très important, c'est qu'on va essayer de passer d'une négociation sur les positions. J'ai droit à 100 000 euros parce que mon avocat me l'a dit dès le premier rendez-vous. Je lui avais rien demandé d'ailleurs, mais il s'est dit que pour justifier ses honoraires, il fallait à tout prix qu'il me dise que j'avais le droit à 100 000 euros. Donc j'ai droit à 100 000 euros, j'en démordrai pas. À une négociation sur des besoins. De quoi vous avez besoin, vous? Et l'autre partie, elle a besoin de quoi, à votre avis? Pourquoi c'est hyper intéressant de négocier sur des besoins? Parce que les besoins sont universels. On a tous les mêmes. À un moment ou un autre de la journée, on a tous soif. À un moment ou un autre de la journée, on a tous faim ou on a tous besoin de sommeil. À un moment ou un autre de la journée, on a tous besoin de sécurité matérielle. On a besoin d'être sûr qu'on gagne suffisamment pour couvrir nos projets financiers, nos engagements, etc. On a tous besoin d'un sentiment d'appartenance. Et nous, les avocats, ça nous parle. C'est pas pour rien que si on a ce sentiment de confraternité, d'appartenir à un barreau, c'est un besoin d'appartenance. On a un besoin d'accomplissement. Là, si vous suivez cette intervention avec attention, c'est qu'a priori, vous avez envie que ça vous apporte quelque chose et que ça vous aide d'une manière ou d'une autre, qui sera votre propre manière et qui dépendra de votre cheminement personnel, c'est que ça vous aide à vous épanouir. Donc, besoin d'accomplissement. Tous ces besoins-là, ils sont universels. Donc, amener les gens à négocier sur des besoins plutôt que sur des positions qui, elles, sont par définition inconciliables, forcément, il y en a. Si vous vendez une maison, vous, quand vous êtes le vendeur, vous direz toujours ma maison, elle vaut 1 million, et l'acheteur en face, il dira non, cette maison, elle vaut 500 000. C'est normal, c'est forcément inconciliable des positions. Donc, allons sur quelque chose où on peut réellement négocier plutôt que de faire du marchandage de tapis. Donc, allons chercher les besoins qui sont sous-jacents, qui sont cachés sous les positions. Et le problème, c'est que la plupart des gens aujourd'hui ne sont plus du tout habitués à être à l'écoute de leurs besoins. Ils ne sont pas en lien direct avec leurs propres besoins. Donc, ils ne savent même pas eux-mêmes de quoi ils ont besoin. Donc ça aussi, ça va être toute une partie du travail de l'avocat s'il veut faire de la négociation raisonnée. Ça va être d'aider les clients à être en lien avec leurs besoins. Le troisième pilier, ça va être le travail en équipe, notamment pour chercher des options. C'est pour ça que j'ai mis un grand S, des possibilités. On ne va pas être focalisé tout de suite sur la solution au singulier. Ça, c'est ce que les clients veulent et c'est bien normal quand ils arrivent. Sauf qu'on va leur expliquer que pour arriver à la solution, et en réalité, il n'y a pas une solution, il y a leur solution
à un moment donné celle qui va convenir le mieux à leurs besoins tels qu'ils les auront exprimés. Mais il va falloir qu'on travaille en équipe à la recherche d'options et de possibilités. Donc ça, c'est assez perturbant. C'est l'idée que deux avocats qui seraient a priori, qui représentent a priori des parties adverses, pourraient travailler en équipe à trouver des options, des possibilités avec leurs propres clients, tous autour de la même table. Quatrième pilier, l'idée de bâtir un accord fondé sur des critères objectifs. En réalité, la négociation raisonnée, elle nous dit quoi? Elle nous dit que oui, on va sans doute trouver plein de points communs parce que comme les besoins sont universels, les personnes vont se retrouver en réalité sur plein de choses à leur grande surprise. Ah bah oui, moi aussi j'ai besoin de nourrir ma famille à la fin du mois. Moi aussi j'ai un besoin de sécurité matérielle. Moi aussi, j'ai un besoin de prévisibilité de telle chose, ou j'ai un besoin d'organisation, de bonne organisation de telle ou telle chose. Mais il y aura des points bloquants. C'est normal, on n'est pas dans le monde des bisounours. Imaginons dans un contentieux de contrefaçon d'une photographie, par exemple, l'un dira, bah non, moi je pense que cette image, elle n'est pas protégée par le code de propriété intellectuelle parce qu'elle n'est pas originale. Et l'autre dira, bah si, moi j'estime qu'elle est originale. Bah, mettons-nous d'accord sur les critères de l'originalité. Mettons-nous d'accord soit sur des critères, soit sur un tiers. On désigne un tiers qui objectivera ce point. On se décide, on est, avant même qu'il ait donné son opinion, son avis, on se décide de se ranger à l'opinion de ce tiers. C'est une autre manière d'objectiver la situation. Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité avec la césure de demander au juge d'objectiver tel ou tel point de droit, et c'est de la réalité, c'est entré en vigueur dans notre droit, mais c'est la consécration d'une pratique de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, donc de la chambre en charge des contentieux en matière de propriété intellectuelle. C'est elle qui a développé cette pratique. C'est quelque chose qui existe déjà depuis un moment en réalité. Alors, vous me direz comment je peux savoir que je ne suis pas en train de faire, sous couvert d'une super méthode que je labellise négociation raisonnée, que je ne suis pas juste en train de faire n'importe quoi et d'emmener mes clients dans le mur. Ben, il faut une boussole. Pour faire une négo, il faut savoir où on va. Sinon, on négocie à l'aveugle, on est en train de naviguer à l'aveugle et on ne sait pas du tout où on va. La boussole, c'est ce que, en négociation raisonnée, on appelle la MESOR, la meilleure solution de rechange. Si vous lisez des écrits anglais, c'est ce qu'ils appellent la BATNA, la Best Alternative to Non-Negotiated Agreements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le plan B, la solution B qui ne dépend pas de la volonté de l'autre. Si l'autre il n'est pas d'accord pour conclure un accord avec moi, si cet accord n'aboutit pas, bah, quelle est ma solution B? Est-ce que ma solution B, c'est de saisir le juge? Est-ce que ma solution B, c'est de tenter une conciliation? Est-ce que ma solution B, c'est de saisir le médiateur des entreprises? Est-ce que ma solution B, c'est de renoncer à tout ça et de partir élever des chèvres en Ardèche? Voilà, c'est ça. Ben, c'est ça la mésore, la boussole qui va nous permettre de savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Parce que parfois, on a des clients qui ne sont pas très réalistes. Ils veulent tout, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils peuvent tout perdre s'ils vont dans un contentieux. Ben, la mésore, c'est ce qui permet de réaliser quel est notre plan B, quelle est notre meilleure solution. Avec ses avantages, ses inconvénients, on peut faire un SWOT. Hein. Donc un SWOT, c'est les forces, faiblesses, opportunités, menaces d'une situation donnée, évidemment. Ça, c'est la négociation raisonnée telle qu'elle vous est livrée dans le bouquin de William Ury. William Ury, c'est pas un avocat. Donc lui, il utilise cette méthode en tant que médiateur, mais nous, comme on est des avocats, bah, ça nous amène à nous demander comment on peut l'adapter. À cette méthode de négociation raisonnée, on peut l'utiliser en médiation de conflit, mais aussi en médiation de projet. Médiation de projet, c'est quoi? C'est par exemple six associés qui veulent, elles sont encore à l'école, là, elles sont en train de faire une école de business et elles ont créé leur boîte déjà, elles ont créé leur start-up
et elles veulent négocier leur pacte d'associés et leur statut. Eh ben, on peut passer en mode médiation de projet et utiliser la négociation raisonnée pour détecter leurs besoins. Et en réalité, quand j'emploie le mot besoin, en anglais, on parle d'interest. Dans le bouquin, vous verrez, de négociation raisonnée, on vous parle d'interest. Mais interest, on ne peut pas le traduire juste par intérêt. On le traduit par une périphrase qui est beaucoup plus, donc qui couvre toutes les situations que le mot anglais de interest peut couvrir. C'est les intérêts, mais c'est aussi les besoins, les préoccupations, les valeurs, les moteurs silencieux. Et ben, quand on fait une négociation avec deux associés ou cinq associés, on peut s'apercevoir que la valeur travail, par exemple, n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Et si on ne les amène pas à discuter de ça avant qu'elles s'associent, ben, on risque d'avoir des surprises. J'ai eu par exemple le cas d'associés où l'une nous expliquait qu'elle voulait travailler, mais que le travail, c'était pas, il n'y avait pas que ça dans la vie, et qu'elle voulait consacrer la moitié de son temps à sa famille. C'est tout à fait respectable, j'ai pas à en juger, hein. C'est pas le problème. Il y en a une autre, au contraire, elle me dit quasiment qu'elle est prête à se faire ligaturer les trompes parce que ce projet, cette start-up, c'est son bébé et que, elle veut y consacrer 150% de son temps. Il y en a une autre qui me dit, bah, moi, je suis déjà salarié à côté, mais je veux me lancer dans l'entrepreneuriat en plus. Et puis, il y en a une autre qui me dit, ah bah, moi, j'ai pas peur de l'entrepreneuriat, j'ai déjà créé trois boîtes. Ben oui, c'est très bien. Tout ça est respectable, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas à juger de tout ça, ce n'est pas mon rôle d'avocat. Mais par contre, aider les personnes à exprimer tout ça pour être sûr qu'elles sont sur la même ligne ou qu'en tout cas, leurs différences ne vont pas un jour devenir un problème. Parce que la réalité, c'est qu'on voit souvent au moment du contentieux, les gens qui disent, ah, j'aurais dû m'en douter, hein. Déjà, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a tel ou tel signal faible qui aurait dû attirer mon attention. Ça, on l'entend souvent en contentieux. Et ben donc, ce travail sur les valeurs peut être utile. Le travail sur la valeur argent aussi. Quand on s'aperçoit qu'une associée, dès qu'elle a 1 euro, elle le met de côté pour investir dans de la pierre, et que sa future associée, elle, dès qu'elle a 1 euro, elle le met de côté pour s'acheter un sac à main, j'ai pas à juger, mais ce serait bien qu'elles en parlent. Parce qu'à un moment ou un autre, ça posera souci. Les associations, hein, en France, ça dure en moyenne entre 2 et 4 ans, une association. Donc, on voit bien que toute l'utilité de la négociation raisonnée pour les projets aussi. Donc, si vous êtes avocat qui ne faites que du conseil, cette intervention est aussi faite pour vous. On ne parle pas que de contentieux. En réalité, la négociation raisonnée s'applique dans tous les domaines. Si vous faites du coaching aussi de clients, parce que moi, ça m'arrive de plus en plus souvent. Pourquoi ça m'arrive souvent de coacher mes clients en négociation? Ben parce que j'ai des clients qui me disent, ah là là, moi, je veux pas qu'il y ait d'avocat dans la négo, là. Ça va faire peur à l'autre. Ou alors, ils me disent, ah ben moi, j'ai peur de l'avocat de l'autre. L'avocat de l'autre, il est dur, il n'est pas formé à la négociation, il va nous faire tout foirer. Donc, je préfère qu'on mette en place une négociation sans avocat, mais que vous me coachiez, maître, avant et juste après les réunions. Donc, moi, c'est un service que j'ai mis en place parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que parce qu'il y a beaucoup de confrères qui ne sont pas formés et qui font peur, les clients préfèrent mettre en place une négociation en apparence sans avocat et se servir de l'avocat en sous-marin pour être coaché avant et après. C'est pas normal, ça ne devrait pas être le cas. Sauf que comme on n'est pas formé à la négociation sur les bancs de la fac, ni à l'école d'avocat, ni dans la formation continue obligatoire, bah, c'est une situation à laquelle moi je suis obligé de combler les trous dans la raquette, hein, dans mon exercice. Donc j'ai développé du coaching. Donc ça peut vous servir aussi pour du coaching, la négociation raisonnée. En processus collaboratif, donc le processus collaboratif, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais le processus collaboratif relève du monopole de l'avocat, ce qu'on appelle aussi le droit collaboratif, ça nous vient des États-Unis. C'est un processus contractuel par lequel on forme une équipe. Les avocats doivent être certifiés praticiens de processus collaboratif. On peut pas se lancer dans un processus sans être certifié, sans être formé au processus collaboratif. Et l'idée, c'est qu'on fait équipe avec le client et qu'on va tous ensemble suivre une méthode qui est basée sur la négociation raisonnée, mais qui est adaptée, et je vous en dirai 2 mots après,
qui est adapté, euh, qui tire profit de nos règles déontologiques, notamment, puisqu'il y a la confidentialité, le secret professionnel, qu'on va renforcer contractuellement. On va renforcer ce secret et cette confidentialité. Et on va s'engager aussi en processus collaboratif à l'idée que si on n'arrivait pas à un accord, eh bien, ça mettrait fin à notre mission. Donc, on voit bien que ce n'est pas fait pour toutes les situations, hein. La plupart du temps, moi, je mets en place des médiations. Je ne me lance pas dans un processus collaboratif lorsque j'ai des raisons de penser que je risque de perdre le client. Mais c'est quelque chose de très puissant, le processus. C'est pour ça que quand on le lance, il aboutit systématiquement, sauf situation exceptionnelle comme celle que je vous ai citée tout à l'heure, l'avocat en face qui est plus payé et qui du coup met fin au processus. Mais sinon, on arrive toujours au bout. Euh, c'est quelque chose de très puissant, mais qui ne s'applique pas à toutes. Voilà, il faut y réfléchir à la typologie de dossiers qu'on veut amener au processus collaboratif. La procédure participative, elle, vous devez savoir un peu ce que c'est. Elle est dans le code de procédure civile. Ça relève aussi du monopole de l'avocat. Et là aussi, bah, alors, la procédure participative, tout le monde, tous les avocats peuvent en mettre une en place. Pourquoi personne ne le fait? Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut être formé. Si vous n'êtes pas formé, ça va foirer, ça va échouer, c'est sûr. Il n'y a, aucune, y a aucune raison de penser que ça puisse fonctionner si vous n'êtes pas formé. Or, la difficulté, c'est que bah, la plupart des confrères se disent, j'ai pas besoin de me former à la médiation ou au processus collaboratif pour faire une procédure participative, puisque c'est accessible pour tous les avocats. Tout avocat peut en mettre une en place et ça relève du monopole de l'avocat. C'est dans le code de procédure civile depuis un petit moment déjà, depuis 2009 hein, quand même. Donc il serait quand même temps qu'on s'empare de tout ça et qu'on en essaye d'en faire quelque chose. L'audience de règlement amiable, je ne reviendrai pas dessus. Et je vous invite à aller lire, mais très rapidement, l'article 12 du Code de procédure civile, parce que ça nous parle d'amiable composition, mais ça nous dit aussi que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Ça, cet article, il existe depuis un bon moment, hein, depuis très longtemps, et on ne l'utilise pas. Et pourtant, pour un négociateur, bah, ce serait formidable. Les parties seraient d'accord de limiter l'office du juge à tel ou tel point, de ne pas revenir sur telle ou telle qualification. C'est l'idéal pour mettre en place une négociation dans laquelle on transforme le juge en juge d'appui. Et le juge d'appui, il existe déjà dans un domaine que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, c'est en matière d'arbitrage. En matière d'arbitrage, le succès de l'arbitrage ne pourrait pas être si le juge d'appui n'existait pas. Eh bien, on a la même possibilité pour n'importe lequel de nos dossiers quasiment, en tout cas tous les dossiers dans lesquels les droits sont disponibles, d'user de l'article 12 et pourtant personne ne le fait. Et moi, à chaque fois que je l'ai proposé à un confrère en face, il m'a regardé comme si j'étais complètement fou. Et pourtant, non, puisque en arbitrage, c'est déjà ce qu'on fait. Tout ça m'amène à vous présenter la méthode coopérative. La méthode coopérative, elle est largement fondée sur la négociation raisonnée, mais elle est adaptée pour tenir compte bah, nous, de nos spécificités du métier d'avocat. La méthode coopérative, on peut l'utiliser lorsqu'on met en place une médiation, on peut l'utiliser pour préparer une audience de règlement amiable, on peut l'utiliser dans un processus collaboratif. En tout cas, la méthode coopérative, c'est un aménagement en réalité de la négociation raisonnée. Première étape, et attention, c'est un processus qu'on mettra en place, ça veut dire qu'on peut revenir à tout moment en arrière, contrairement à ce qui a de moins en moins de sens pour nous, que sont les procédures. Procédure, on a fait la première étape, on passe à l'étape 2 et on ne reviendra jamais en arrière. Là, au contraire, dans les étapes d'un processus, on peut à tout moment revenir en arrière s'il y a besoin. Et il faut le faire s'il y a besoin. Dans la première étape, c'est celle du récit. On va écouter les parties, on va les reformuler de manière empathique et on va essayer de les inviter à communiquer de manière non violente.
Pourquoi on fait ça? Bah, à la fois parce que vous vous rappelez qu'on veut à tout prix traiter à fond les problèmes, donc il faut qu'ils puissent être exprimés, ces problèmes, et en même temps, on veut préserver la relation. Donc si on les invite à s'insulter gratuitement, c'est peut-être pas le mode le plus productif. Alors je ne dis pas que moi, il m'arrive de laisser parfois des associés s'insulter, mais c'est parce que je sais, je fais un pari sur le fait que c'est nécessaire à ce moment-là et qu'ensuite j'y mettrai un terme et qu'on n'y reviendra pas. Et que ça peut être l'expression d'une émotion derrière laquelle se cache un besoin, par exemple. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de mettre un climat assez apaisé en place pour que les gens puissent se dire des choses très dures, mais de manière entendable par l'autre. Si je dis à Sabrina, tu m'agaces, je peux plus te blairer, tu es toujours en retard, tu fais toujours ceci, tu fais jamais cela, etc., bah, Sabrina ne va pas vouloir m'écouter. Sabrina va avoir une réaction qui est de répondre et qui est de répondre par d'autres attaques. Donc c'est contre-productif. En revanche, si j'arrive à écouter l'autre de manière active, c'est-à-dire en faisant taire mes propres biais, en ayant conscience, pourquoi on parle d'écoute active? L'écoute, ça semble passif. Pourquoi écouter, ce serait actif? Bah, l'écoute active, c'est parce que je suis en mesure d'avoir conscience de mon propre cadre de référence pour pouvoir comprendre, entrer dans le cadre de référence de l'autre. Je suis en mesure de déceler les biais cognitifs qui se mettent en place dans mon écoute, de déceler aussi les filtres qui se mettent en place dans mon écoute. Euh, et ça, c'est très dur pour les avocats parce qu'on a été déformés. Beaucoup de filtres ont été mis en place lors de notre formation initiale. On se dit que quand un client vient, il faut qu'on le conseille, il faut qu'on juge et qu'on interprète la situation, qu'on qualifie, donc qu'on mette dans des cases et qu'on élimine inconsciemment, même les plus brillants avocats traditionnels éliminent inconsciemment 80% des informations qui leur sont données parce qu'ils se disent, bah, moi, je ne peux rien en faire en tant que juriste, je n'ai pas de plus-value là-dessus. Là, ça va être tout le contraire. Ça va être au contraire la capacité de tout écouter sans interpréter, sans juger, sans conseiller. Très, très dur. C'est pour ça que c'est actif, c'est épuisant. On ne peut pas faire ça à longueur de journée. Reformulation empathique, c'est l'idée d'être capable de reformuler le propos de l'autre sans essayer de le valider ou de l'invalider. Lui montrer qu'on l'a compris, mais ça ne veut pas dire qu'on valide ce qu'il dit ou qu'on ne le valide pas. Ça aussi, c'est très dur parce que beaucoup d'avocats, je le vois, disent je suis l'avocat de madame ou je suis madame. Je suis madame. Moi, j'en ai souvent, ils m'appellent en disant je suis le bailleur dans le dossier. Ah bon, vous êtes le bailleur, confrère? Non, on n'est pas le bailleur. Principe d'indépendance, c'est quand même dans nos principes essentiels. Mais ça en dit long, ça en dit long, ce raccourci. C'est que, attention, reformuler de manière empathique, c'est aussi mettre de la distance, c'est faire le pas de côté. Et pour aider les personnes dans une négociation, bah, on va les aider à faire ce pas de côté, parce qu'on est un tiers, nous aussi. On est leur avocat, oui, mais on n'est pas leur cause, on n'est pas eux. Je ne suis pas le bailleur, je ne suis pas le preneur, je ne suis pas l'employeur, je ne suis pas le salarié, je ne suis pas l'épouse ou l'époux, je ne suis pas... Voilà. Et tout ça, c'est important de faire ce travail. Donc déjà, dès la première étape, vous comprenez qu'il faut déjà être bien avec soi-même pour pouvoir faire de la négociation raisonnée. C'est l'objet de tout un bouquin de William Ury, d'ailleurs. Il nous explique comment il fait pour être bien avec lui-même avant d'entrer en négociation. Mais il ne faut pas plaisanter. On ne peut pas s'occuper des autres si soi-même, on est en train de se demander, ouh là là, pendant cette réunion, est-ce que ma femme est en train de me tromper ou est-ce que j'ai pas laissé le gaz allumé à la maison ou est-ce que, enfin non, il y a un moment, évidemment qu'il faut être bien avec soi-même pour être un bon négociateur. Donc il faut faire un travail permanent avec soi-même. Ça veut dire aussi, et ça aussi c'est une idée reçue de beaucoup d'avocats, je trouve, hein, dans le discours, il n'y a pas de bons et de mauvais avocats. En tout cas, en négociation, bah, il y a des jours où on est très bon et il y a des jours où on est mauvais. Et il faut être capable de se le dire, ça aussi. On ne peut pas être bon tous les jours. Donc, mais il faut aussi savoir dire non. Il faut savoir dire non, là, je ne vais pas prendre un rendez-vous de négociation à 22 heures, alors qu'aujourd'hui, je me tape déjà
deux autres gros rendez-vous de médiation, par exemple, dans la journée. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais qui font la différence. L'étape 2, l'identification des besoins. Alors souvent, dès le stade du récit, on aura commencé à identifier des besoins, on aura pu déjà commencer à les noter en écoutant les personnes. Mais là, finalement, l'identification des besoins, bah, c'est les règles du design. Le design, quand on vous parle de legal design, c'est le design appliqué au droit, à l'information juridique. Mais en réalité, le design, ça repose sur le premier pilier du design, c'est l'identification des besoins. Pour mettre, par exemple, un texte en forme, il faut connaître le besoin de la cible. Est-ce que cette cible, c'est un magistrat qui a 5 minutes à consacrer à la lecture du document, ou est-ce que c'est est-ce que c'est un professeur agrégé qui aura 2 heures à consacrer à la lecture du document, ou est-ce que c'est quelqu'un qui connaît rien au droit et un enfant de 7 ans, vous voyez. Bah, il faut connaître les besoins de sa cible. Bah, là, c'est pareil. Pour pouvoir négocier, puisqu'on ne veut pas négocier sur des positions, mais sur des besoins, ou plus exactement sur ce qu'on appelle les IBPVM, c'est-à-dire les intérêts, besoins, préoccupations, valeurs, moteurs silencieux, eh bien, il va falloir identifier les besoins. Et les besoins, parfois, quelqu'un va vous dire, j'ai besoin de 100 000 euros. Ben, ça, ce n'est pas un vrai besoin. Pourquoi je le sais que ce n'est pas un vrai besoin? Parce qu'un besoin, il y a toujours plusieurs options, plusieurs possibilités, une infinité de possibilités d'y répondre. Donc Sabrina, si par exemple je te dis j'ai besoin d'un Coca-Cola, bah, toi tu vas me dire pourquoi Martin, tu as besoin d'un Coca-Cola? Parce que tu ne seras pas dupe, ce n'est pas parce que j'ai employé le mot besoin que je suis vraiment en train d'exprimer un besoin. Pourquoi j'ai besoin d'un Coca-Cola? Bah, parce que j'aime les bulles. Ou ça fait festif pour moi. Ou parce que j'ai soif. Ben, si je te dis que j'ai soif, il y a plein de façons d'étancher ma soif. Il n'y a pas que le Coca-Cola, quoi. Donc, aller chercher le vrai besoin, ça passe par un questionnement. Là, je n'aurai pas le temps de détailler, évidemment, il faut vous former, faire une formation approfondie, hein. Mais ne serait-ce que dire déjà pourquoi, ça permet déjà de vérifier qu'on est bien face à un besoin. Et une autre façon de vérifier, c'est de dire, bah, si on est vraiment face à un besoin, il y a forcément plein de possibilités d'y répondre. Et c'est ça qui nous intéresse dans la négociation raisonnée, c'est qu'on veut élargir le champ des possibles. Parce que plus le champ des possibles est grand, plus il y a de possibilités qu'on se retrouve, que les différentes parties, les différents protagonistes se retrouvent sur certaines options. Donc, identification des besoins. Dans l'étape 3, on va objectiver en équipe. On va objectiver les points bloquants parce que dans les besoins, on aura notamment identifié des besoins d'objectiver des choses. Ça peut être des points juridiques, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, objectiver le fait de savoir si l'œuvre était originale ou pas, pour savoir si elle peut être contrefaite, c'est-à-dire si elle est digne de protection ou pas par le code de propriété intellectuelle. Ça, c'est un point juridique. Mais savoir si la maison, elle vaut 500 000 ou 1 million, ça, c'est un point financier. C'est de l'audit. Bah, ça aussi, ça doit être objectivé. Alors, comment on va objectiver ça? Bah, soit on se met d'accord, par exemple, la valeur de part sociale. Tiens, un conflit entre associés, valeur de part sociale. On peut dire, bah, tiens, en général, dans ce secteur d'activité, euh, on, euh, on considère que la valeur d'une officine de pharmacie ou de part d'officine de pharmacie, elle est calculée. Il y a deux grandes méthodes. Donc, je vous propose qu'on fasse la moyenne des deux grandes méthodes. Bon, bah, tout le monde est d'accord pour ça. Ils sont d'accord sur la méthode de calcul. On va faire la moyenne de deux équations. Eh ben, on s'est mis d'accord sur le moyen d'objectiver ce point. Ou alors, on va dire, bah, il faudrait, sur la valeur de la maison, le plus simple, c'est qu'on demande une estimation à 3 agences immobilières. Et puis, bah, on fera la moyenne des trois. Vous voyez, on va objectiver comme ça. C'est très, très efficace comme méthode parce que les personnes ont l'impression de ne pas être d'accord. Elles ne sont pas d'accord sur le prix. Mais en fait, de manière insidieuse, elles se mettent d'accord sur la méthode pour objectiver le prix. Et ensuite, elles ne pourront pas revenir en arrière. Et puis, ce serait déraisonnable de dire je ne suis pas d'accord pour cette méthode raisonnable.
Je veux dire, si on dit bah, on va demander à trois agences indépendantes, on n'a pas couché avec, on ne les connaît pas, d'évaluer le prix de l'immobilier, je ne vois pas comment on pourrait dire non à ça, en fait. Vous voyez? De la même façon que si on dit on va laisser un prof agrégé qu'on ne connaît pas, avec qui on déclare n'avoir aucune relation, nous dire si cette œuvre elle est originale ou pas au sens juridique du terme, c'est difficile de dire non à ça, à un critère proposé comme ça. Donc, c'est très très puissant cette méthode parce que c'est de manière insidieuse qu'on arrive à un accord. En fait, on n'arrive pas à un accord. À chaque étape, il y a plein de petits accords. Et à chaque fois, c'est des petits accords, des petits accords, des petits accords qui vont faire le grand accord, l'accord final. Donc, on est d'accord déjà pour parler, on est d'accord pour écouter l'autre à l'étape 1. À l'étape 2, on est d'accord pour identifier nos besoins et on est d'accord pour essayer d'identifier les besoins de l'autre et écouter les besoins de l'autre quand il les exprimera. À l'étape 3, on est d'accord pour se mettre d'accord sur des critères pour objectiver les points bloquants ou pour désigner un tiers qui objectivera ces points bloquants. À l'étape 4, eh bien, on va chercher ensemble des options qui répondront à l'ensemble des besoins exprimés de part et d'autre. Donc, on s'intéresse à nos besoins, c'est déjà hyper bien parce que l'avocat classique et le juge classique, il n'en a rien à faire des besoins des justiciables. Donc, c'est déjà formidable. On s'intéresse aux besoins de notre client, mais aussi aux besoins de l'autre. Et pas du tout parce qu'on est des bisounours. Moi, je m'intéresse aux besoins des adversaires, entre guillemets, puisque c'est un mot à bannir en réalité, mais des adversaires de mes clients, non pas parce que je suis un bisounours, mais parce que je sais que c'est comme ça que l'accord sera fort, que l'accord sera pérenne. Parce que si on arrive à construire un accord qui répond aux besoins de mon client et aux besoins de l'autre, bah forcément, c'est un accord beaucoup plus solide que si j'impose un accord qui ne répondrait qu'aux besoins de mon client et qui sera respecté 6 mois, 2 ans avant de claquer à nouveau et de repartir encore plus fort au contentieux. Là, dans cette étape des options, bah, on fait preuve de créativité, on utilise des cartes heuristiques, etc. L'étape 5, très rapidement, c'est facile, on va créer des offres. C'est-à-dire qu'en fonction des options qu'on aura identifiées, on va essayer de proposer plusieurs offres, normalement trois, qui nous paraissent chacune équilibrées. Donc chaque partie va essayer de créer trois offres et va les mettre en présence, ce qui veut dire qu'on aura 6 offres sur la table et dont on discutera, et d'où naîtra, soit il y en a une qui emportera l'accord de tout le monde. Et moi, c'est très fréquent que je vois dans des dossiers des gens qui disent ah, mais c'est génial ce à quoi il a pensé l'autre pour moi. C'est-à-dire que souvent, c'est l'autre qui pense à un truc génial pour mon propre client. C'est même pas mon propre client qui aurait pensé ça, quoi. Donc, le fait de travailler en équipe, c'est comme si on est quatre, par exemple, c'est comme si on avait 5, 6, 7 cerveaux à notre disposition. L'intelligence collective, elle est manifeste à ce stade-là du processus. Et une fois qu'on a trouvé l'offre qui convient à tout le monde, soit parce qu'on en a une dans les 6 qui nous plaît vraiment à tous, soit parce que des 6 naît une septième offre, et ça aussi, ça arrive très souvent, en combinant différents éléments de l'une et de l'autre, on arrive à se mettre d'accord sur une septième offre. Eh bien, on arrive à l'accord, et ça, c'est le rôle classique de l'avocat pour le coup. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez confier même à un collaborateur, parce que le rôle du collaborateur dans la négociation se pose. Clairement, on ne peut pas lui dire tu fais l'étape 1 et 3 et moi je fais le reste. C'est pas possible. Il faut que ce soit la même personne qui fasse tout. Par contre, en sous-marin, le collaborateur, il peut aider à l'étape 3 pour l'objectivation. S'il y a des audits financiers ou autres, c'est lui qui peut éventuellement s'en charger, ou des objectivations juridiques, par exemple. Et pareil, au stade de la rédaction de l'accord, il peut vérifier, préparer la rédaction de l'accord et vérifier qu'il est conforme à l'ordre public pour en assurer toute l'effectivité, puisqu'évidemment, en tant qu'avocat et que négociateur, nous sommes garants de l'effectivité des accords. Il ne s'agit pas d'arriver à un accord pour un accord. S'il est pas, si on sait déjà dès le départ qu'il est contraire à l'ordre public ou qu'il ne sera jamais exécuté, on n'en garantit ni l'effectivité ni la pérennité. Se former à la négociation ne suffit pas, c'est-à-dire que ça va changer votre façon de faire les choses, de voir le monde,
Mais moi, je me suis aperçu que parfois les formateurs sont un petit peu optimistes et vous disent, il suffit de se former et de mettre en application. Non, à mon sens, il faut ensuite revoir tout son réseau. Parce que moi, par exemple, je travaillais avec des avocats pitbull avant, puisque j'en étais un moi-même. Donc, j'envoyais, par exemple, mes dossiers en droit social à une consoeur qui est connue pour être très virulente. Et la négociation, ça ne l'intéresse pas. Elle, elle assigne. Bah, c'est pas congruent, en fait. Donc, c'est plus possible. Donc, il faut revoir son réseau aussi, si on est intéressé par ça. euh, Faire partie d'un groupe d'analyse de la pratique. Les groupes d'analyse de la pratique, c'est très, très développé dans le domaine des négociations. En réalité, ça pourrait s'appliquer dans n'importe quel autre domaine. Des gens qui font que du contentieux pur et dur, même si je pense que le contentieux pur et dur n'a pas d'avenir, mais même cela, en tout cas, si c'est ce qui vous botte et si c'est ce qui vous donne de l'adrénaline, moi je suis très heureux qu'il y en ait qui le fassent, hein. Ça ne me pose pas de problème. Ça pourrait très bien être utile d'échanger sur la stratégie contentieuse pour exploser l'autre dans le cadre d'un groupe d'analyse de la pratique. Nous, on fait ça on échange sur nos difficultés dans une négo. Voilà, il y a ça qui a foiré. Comment j'aurais pu faire autrement? C'est extrêmement précieux de pouvoir échanger avec des confrères. Donc, les groupes d'analyse de la pratique, ça me semble indispensable quand on fait de la négociation. La supervision aussi. La supervision, c'est quoi? C'est donc le groupe d'analyse, on est sur un rapport horizontal, on est entre pairs. Dans la supervision, on va demander à un avocat plus expérimenté et surtout qui est indépendant par rapport au dossier, un avis. Donc là, dans ce dossier, comment j'aurais pu faire autrement ou comment je pourrais faire? Ou voilà. Alors, il y a de la supervision individuelle, de groupe ou même parfois d'équipe de négociation. Donc on peut très bien mettre en place une supervision de deux avocats qui négocient entre eux pour faciliter le travail en équipe, pour faciliter la fluidité, pour faciliter la création de la confiance que suppose évidemment une négociation. Il faut évidemment aussi, disons, revoir les rôles qu'on donne traditionnellement, mais je l'ai un petit peu évoqué, aux collaborateurs et aux associés dans un cabinet. Parce que comme je vous dis, autant dans les cabinets, on n'hésite pas à dire aux collaborateurs, ah bah tiens, le client ne sera pas là demain à l'audience, donc tu peux aller la faire à ma place. Autant en négociation, c'est pas possible. La négo, on ne peut pas tricher. On est tout le temps avec le client. Quand on négocie, on est sur presque toutes les étapes, sauf l'objectivation et la rédaction, la préparation de la rédaction de l'accord, mais sur toutes les autres, on est avec le client. Donc, il faut que ce soit la même personne du début à la fin du dossier. Ça suppose d'avoir des collaborateurs formés si on veut que ces collaborateurs accompagnent aussi des clients en négociation. Et sinon, ça suppose de réfléchir à ce qu'on leur donne à faire. Par exemple, étape 3, objectivation. Étape 5, rédaction de l'accord ou offre. Voilà. Ensuite, développer évidemment des partenariats congruents, parce que ça, c'est important. Il y a des cabinets qui n'ont pas envie de faire de négo euh, pour plein de raisons différentes, notamment parce que dans certains cas, on peut perdre le client si la négo n'aboutit pas. Donc, peut-être réfléchir à, tiens, dans mon domaine, peut-être que moi, je pourrais être un cabinet de niche qui ne fait que de la négociation et proposer ça à des cabinets multiservices et m'occuper uniquement de cette partie négociation. Alors, on pourrait dire, Martin, tu rêves, ça n'existera jamais, un truc comme ça. Flash News, ça existe déjà, hein. Flash News, ça existe notamment en matière d'arbitrage. En matière d'arbitrage, il y a énormément de problèmes de conflits d'intérêts et des cabinets de niche qui ne font que de l'arbitrage reçoivent de très très beaux dossiers, des très très gros dossiers envoyés par des cabinets multiservices, tout simplement parce qu'il y a un marché pour développer du 100% négociation. Voilà, mais c'est des questions. Il y a la question de la facturation. Moi, je facture à l'heure. Je ne sais pas vous comment vous faites, mais en égo, vu que je passe mon temps avec les clients, je facture chaque minute passée. Il n'y a pas de raison puisqu'ils ne contestent pas puisqu'ils passent le temps avec moi. Voilà, c'est les différents points. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.